Et voilà, comme je l'ai annoncé au début de notre live, on va s'attarder sur le nouveau numéro du hors-série de Nawet, le magazine trimestriel alternatif, du média alternatif Nawet aussi, qui a pour objet, pour sujet cette fois-ci, la thématique, c'est les morts suspects et l'impunité policière. C'est le numéro du mois de mars 2023. Et pour ce, j'ai le plaisir de recevoir Firas Kefi, le directeur de la communication de Nawet. Bonjour Firas. Bonjour Mel, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Merci d'être venu pour parler de ce hors-série que je trouve particulièrement important. La majeure partie du hors-série est consacrée à ce dossier, les morts suspects et l'impunité policière. Il y a d'autres parties qui sont un peu plus diversifiées, on y arrivera, mais tout d'abord, parlons de ce sujet très important, le sujet fondamental, central de ce nouveau magazine de Nawet. D'abord, une petite question d'ordre général. Comment vous choisissez les sujets que vous abordez chaque trois mois? Alors, pour répondre à cette question, évidemment, Nawet a une rédaction, une équipe de journalistes qui alimente tous les supports de Nawet que vous pouvez suivre tous et que vous retrouvez chaque jour, et collabore évidemment sur le magazine. Donc, le comité rédactionnel du magazine décide des sujets en amont. Sur les derniers numéros, on nous dit qu'on a eu un peu entre guillemets du pif, parce que par exemple le dernier numéro était en novembre dernier et traitait de la question des migrants subsahariens en Tunisie et leurs difficultés, et on a vu que il y a eu une crise tout de suite après. Exactement, et on voulait par ce magazine-là médiatiser un peu la question, mais on se doutait pas que 3 mois plus tard on allait se retrouver avec ce sujet-là au devant de l'actualité et de façon entre guillemets macabre. Donc cette fois, voilà, on a ce sujet-là, il est dans la continuité de la ligne éditoriale de Nawet, qui est voilà concentré sur les droits de l'homme, les causes de droits de l'homme, de liberté de la presse, de droits de l'homme d'une façon générale, et ceci s'installe dans la continuité. Et ce sujet-là, comme les autres sujets que nous essayons de traiter à chaque fois, nous pensons qu'il manque de visibilité en valeur absolue, bien que l'enjeu soit important, parce que ce sujet-là touche, et on le montre dans le magazine, n'importe quel citoyen. Des familles. Voilà. Des familles tunisiennes. Des jeunes, des vieux, des gens de milieux populaires, Exactement. Des gens de milieux aisés. Donc nous sommes réellement tous concernés par ce sujet, d'une part. D'autre part, c'est un enjeu immense sur lequel la révolution de 2011 aussi s'est appuyée et n'a cessé de le réclamer depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous essayons de dresser un peu un bilan de cette thématique que malheureusement nous jugeons qu'en Tunisie il n'y a pas eu assez d'avancées dans le sens de la pacification entre guillemets de l'appareil sécuritaire, et de la relation entre l'appareil sécuritaire et la société. Et même sur ces derniers mois et même ces 2-3 dernières années, on constate même un retour vers l'arrière avec de nouveaux cas qui sont là, de nouvelles mêmes façons de faire. Donc ce magazine s'inscrit dans cette logique-là. Et dernière chose, l'enjeu de documentation, parce que ces victimes-là méritent d'être vues, d'être sues, que leur histoire soit documentée à jamais, parce qu'ils sont... ce ne sont pas des accidents, ce sont des victimes qui nous... Ce sont des crimes. Voilà, et la façon avec laquelle ils et elles ont été traités est très souvent cruelle et injuste. Donc voilà les motivations, les grandes motivations de ce magazine. D'accord. Les motivations, je les connais, c'est toujours les sujets qui touchent à l'être humain, à la dignité humaine, aux droits de l'homme, ça c'est évident. Je voulais juste savoir... comment dire, l'occasionnalité du choix du sujet. Pourquoi ce mois-ci je choisis de parler des subsahariens, 3 mois après je choisis de parler des dérives et des violences policières meurtrières, etc. Et oui, tu touches un peu
à la marmite, au fait, c'est-à-dire tu connais comment ça se passe sur le plan éditorial. Donc, Évidemment, évidemment. La préparation des Voilà, informations. ce sujet-là lui-même, les voilà, dossiers, tout pour ça. continuer sur cette thématique-là, sur la dernière année et même un peu avant, on le constate, nous, d'une part journalistes et même simples citoyens, d'un retour assez important de l'appareil sécuritaire dans la chose publique et dans l'espace public, avec des cas de violence, d'arrestation, arbitraire ou pas d'ailleurs, mais on constate ce retour au premier plan de la sécurité, de la police et tout ce qui va avec, parce que ce numéro-là aussi s'attarde aussi sur la question de la justice, parce que plusieurs de ces affaires-là, évidemment, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Oui, d'une certaine manière, même si c'est un peu nuancé, mais l'idée, voilà, si aujourd'hui on parle de mort suspecte et d'impunité, c'est qu'à un moment donné, au niveau de la justice, il y a eu des manquements, des dysfonctionnements, voilà, des pressions. Donc chaque cas est unique évidemment, mais si on en est là aujourd'hui, c'est que l'appareil sécuritaire et judiciaire qui sont voilà intimement liés. Il y a beaucoup à dire sur ce lien entre les deux. Donc évidemment, ça s'inscrit dans un contexte d'actualité qui est évident pour tous. Tout à fait. J'allais te poser la question, pourquoi est-ce que après tout ce travail de recherche que vous avez fait, est-ce que vous avez la réponse plus ou moins précise, pourquoi il y a toujours l'impunité? Donc une partie de la réponse, c'est l'appareil judiciaire, donc c'est la justice, mais il y a sûrement d'autres éléments de réponse. Tu veux ajouter autre chose? Non, vas-y. Merci. Alors, on va parler des dérives sécuritaires, des dérives policières principalement, FIRAS. Dans 10 ans, on a recensé 31 cas de meurtre, de victimes, 31 victimes. Je vais juste les citer rapidement, je vais dire leur nom rapidement, évidemment. Parce que justement, comme tu viens de le mentionner, ils méritent d'être tout le temps mémorisés. Nous n'avons pas le droit de les oublier, nous n'avons pas le droit de nous accoutumer, de nous habituer avec ces agissements policiers, qui ne sont pas conformes avec les lois. C'est hors la loi de tuer un policier qui tue un citoyen sous la torture ou en le capturant dans la rue, etc. Donc, ces victimes qui ont été recensées dans ce magazine de Nawed sont très rapidement. Donc, Issam Maroueni, 29 ans, Mohamed Ben Mofti, 45 ans, Mohamed Labidi, Abdelraouf Khamessi, 40 ans, Walid Denguir, 32 ans, Mohamed Ali Snoussi, 32 ans, Majdi Ajlani, Ons Daloumi, 18 ans, et sa cousine, Ahlem Daloumi, 23 ans, Qais Ben Rhouma, 36 ans, Hamdi Sessi, 23 ans, Anwar Sakrafi, 23 ans, Sabr Ben Najma, 25 ans, Khomsi Eliaferni, c'est un ouvrier, 46 ans, Omar Labidi, 19 ans, bien sûr le cas très connu de Omar, on va s'y attarder d'ailleurs, Oussama Latar, 19 ans, Ayman Othmani, 19 ans, Ayoub Ben Fraj, 30 ans, Abdelrazak Selmi, un marchand ambulant de 58 ans, Haïkel Rajdi, 21 ans, Ayman Niloudi, 20 ans, Abdeslen Zayen, 30 ans, Ahmed Ben Amara, 32 ans, Kerim Sayari, 24 ans, Abdelrazak Lachab, 35 ans, Mohsen Zanyani aussi, et Melek Slimi, 24 ans, et Rabia Chihawi, une vingtaine d'années. Donc, j'étais en train de citer les noms, prénoms et l'âge de ces 31 victimes qui ont péri sous la violence policière. Nous en avons, voilà, Nawed en a recensé 31, comme vous l'avez remarqué. Toutes ces victimes-là s'étalent sur les 10 années, sur les catégories d'âge. On peut trouver des adolescents, un travailleur journalier de 40 ans, même les contextes pour lesquels ils et elles ont été victimes sont divers. Il peut s'agir parfois de courses-poursuites, ça peut s'agir parfois de répression de manifestations, même de cas juste d'altercation, dont on se souvient il y a quelques mois dans le passage au centre-ville, une personne on lui a tiré dessus,
en plein cœur du centre-ville à cause d'une altercation. Donc c'est le côté arbitraire qui ressort dans le contexte et dans le récit de chaque victime. Évidemment, nous avons choisi sur la couverture de montrer leurs photos et à l'intérieur du magazine de créer 6 pages de timeline complète, cas par cas, parce que certes, le chiffre 31 sur 10 ans est effrayant quand même. Il dit beaucoup de l'évolution de l'appareil sécuritaire en Tunisie. C'est 3 victimes par année. C'est une moyenne, moyenne, voilà, mais je sais qu'il y en a plus. Mais voilà, d'une part, c'est pour ne pas oublier ceci, pour dire qu'il y en a d'autres potentiellement auxquels on n'a pas accès, on n'a pas entendu parler nulle part. Et la troisième chose, c'est que ce ne sont pas des numéros aussi, ce sont des récits de vie particuliers pour chacune de ces victimes-là. Et même dans le magazine, comme vous l'avez souligné, nous avons choisi 3 cas emblématiques dans différentes périodes pour symboliser justement que il n'y a pas voilà ce côté arbitraire prend le pas à chaque fois et que enfin on a surtout l'impression en voyant cette timeline, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance, et c'est pour cela que ce ne sont pas des accidents et on ne doit pas les oublier. Il ne faut jamais arrêter de demander qu'il y ait la punition et que justice soit faite justement pour que ces victimes et leurs familles, comment dire, qu'ils reposent en toute tranquillité. En paix dans le sens figuré, parce que ces familles, les familles de toutes ces victimes ont connu une horreur. Voilà, de perdre des êtres chers à cause d'une injustice, tout simplement. C'est très très dur à comprendre pour une famille comme je pense à celle d'Omar Labidi par exemple, ou celle de Abdeslam Zayen, de voir son enfant mourir à cause d'une négligence ou d'une violence ou sur quelque chose en n'ayant rien commis de répréhensible d'une certaine manière, et de trouver la mort à la fin. Je pense qu'il n'y a pas plus cruel que ça, et on l'a vu sur les différentes audiences dans les tribunaux, la détresse des familles devant ce spectacle-là. Donc voilà, nous essayons justement de donner un écho un peu à cette détresse des familles. Comme vous êtes, vous avez spécifié 3 cas, on va y revenir un à un, Firas. Mais juste, je voudrais savoir pourquoi vous avez spécifié sur les 31 cas ceux de Omar Labidi, Abdeslam Zayen et de Ahmed Ben Ammar. Juste peut-être pour les gens qui vont acheter le magazine, j'espère. Le dossier, il contient une timeline de 6 pages comme je viens de citer, plus 3 articles, 2-3 cas qu'on a jugés emblématiques. Ces cas-là ont été choisis selon justement les circonstances. Omar Labidi, c'est un cas qui est justement devenu... on s'arrête d'abord juste le facteur en commun pour les 3 et par la suite on va revenir le facteur commun entre les 3, c'est l'absurdité et l'arbitraire, et on a choisi de prendre 3 cas qui sont sur des périodes différentes et des circonstances différentes. Omar Labidi, c'est un cas de 2018, Abdeslam Zayen de 2021 et Ahmed Ben Ammar en 2021, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, commençons par Omar Labidi et rappelons l'histoire de chacune de ces victimes. Donc, rappelons l'histoire de Omar Labidi. Qui est Omar Labidi? Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Omar Labidi, j'imagine que tous les Tunisiens ou presque connaissent ce nom. C'est un adolescent. Voilà, la campagne Talamom, c'est un adolescent qui avait 18 ans au moment des faits, c'était en 2018, il assistait à un match de football et au stade de Radès. Après ce match-là, il y a eu une altercation, des mini-altercations, disons, entre la police et les supporters dans le stade, et les forces policières ont insisté, après que ces tensions soient dispersés, à poursuivre certains des individus qui étaient proches de cette zone-là, dont Omar Labidi qui s'était enfui
des forces de police par peur, tout simplement. Lui qui n'avait sur lui ni arme, ni il n'était pas en état de nuire à qui que ce soit. Et l'enquête a démontré, les images, le comité de défense ont démontré qu'il y a une course-poursuite sur plus d'1 kilomètre aux abords du stade. Derrière, voilà, Omar Labid et ses amis. Certains ont réussi à s'enfuir, mais lui, n'ayant pas trouvé d'issue, il a sauté dans une rivière qui était à côté du stade, et n'ayant pas les capacités pour en sortir, il a demandé de l'aide à des policiers qui étaient juste là, qui le poursuivaient justement, et qui l'ont pas assisté pendant qu'il se noyait dans une scène voilà, qui est d'une cruauté son nom. Et ils lui ont lancé une phrase. Voilà la phrase la phrase qui est emblématique et qui est reprise aujourd'hui. Voilà, c'est apprends à nager. Tout simplement. Sauve-toi toi-même. Tout simplement. Et ça, donc ils n'ont pas assisté une personne en situation de danger. Et c'est un cas emblématique parce que voilà, cette phrase-là, déjà, elle-même, elle dit énormément de choses. C'est sauve-toi toi-même, c'est où on n'est pas là pour t'assister, c'est plein de choses qui sont dites à un adolescent qui va passer son bac, qui n'était pas en état de nuire, qui avait un avenir radieux devant lui et qui s'est terminé de façon injuste et cruelle. Donc évidemment, après cet événement macabre, une enquête a été lancée, mais dont l'avancement a été très dilué et très lent. Nous avons eu le premier jugement en première instance qu'en novembre dernier, 4 ans après la mort de Omar Labid. Pour homicide involontaire. Voilà, et le jugement était voilà, pour un homicide involontaire, qui était une décision encore plus choquante, parce que voilà, tous les faits sont là, il y a des témoins, l'équipe de défense, il y a des images, il y a tout ce qu'il faut pour prononcer une sentence juste, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons eu écho tous des pressions que la justice a subies pour diluer justement cette affaire. Et au su de tout le monde, on a vu combien de fois le tribunal a été pris en otage. Évidemment, les agents de police qui venaient en solidarité de évidemment, nous, pour Nawet, nous avons même été impliqués, entre guillemets, dans cette dilution de l'affaire. En mars dernier, il y a un an presque jour pour jour, c'était, je pense, la 4e ou la 5e audience du procès que Nawet a couvert sur place. Évidemment, toutes les audiences se passent dans une présence policière qui est crescendo par rapport à la fois d'avant. On assiste parfois même, je sais pas, pour les gens qui connaissent le tribunal de Benarous, c'est une quasi-militarisation du tribunal à laquelle du quartier, on assiste. Voilà, c'est des centaines de policiers qui sont là à chaque fois pour montrer que voilà, on est là, on est présent. Et lors de cette audience-là, la maman de Omar Labid, dans une scène aussi qui est restée dans les mémoires, a vu de façon physique les présumés assassins, voilà, les présumés assassins de son fils, et la caisse qui est, voilà, on parlait tout à l'heure de la détresse des familles. Et en novembre dernier, voilà, comme vous l'aviez cité, un premier jugement a été rendu. Il a conclu que c'était par erreur et c'était un accident, que Omar Labidi, qui a couru sur 1,5 km et a sauté dans une rivière, tout ça était un accident, ce qui était pour l'opinion inacceptable, parce que voilà, c'est très loin de la réalité. Et au niveau, voilà, même au-delà du cas de Omar Labidi, c'est encore une occasion manquée pour la justice pour justement établir un équilibre réel entre le rapport citoyen-police. Et je permets de rappeler aussi qu'également, juste avant cette audience-là, qui s'était passée le 31 mars, une semaine avant, un collectif de la société civile et le comité de défense ont organisé une action symbolique
dans la zone du stade, voilà, et à laquelle Nawet était convié pour couvrir et documenter cet événement. Et la police est intervenue pour interpeller et les journalistes et l'équipe de défense et le père d'Omar Labidi lui-même et son avocat. Pour voilà demander la nature de cette action, et juste une semaine après voilà, les journalistes de Nawet ont été voilà convoqués. Bon, il n'y a pas eu de suite à cette affaire, mais on voyait très bien voilà la nature des pressions la volonté d'intimider, de mettre la pression en fait pour dissuader les gens de continuer à défendre le cas de Omar. Voilà, donc ce procès. En tout cas, Omar comme vous l'avez bien dit dans l'article, il s'est érigé en un véritable symbole. Pas uniquement pour les adolescents et les jeunes, mais pour tout le monde. Évidemment, parce que c'est un cas emblématique, parce que déjà dans le magazine, l'édito s'appelle Génération Omar Labidi, pour commencer, parce que le personnage Omar Labidi concentre beaucoup des problématiques qu'on traite justement sur cette question du rapport entre la police et les citoyens, dans le sens que c'est un adolescent qui vient d'un quartier populaire, qui est victime de discrimination, dont sa passion qu'est le football est le seul bol d'oxygène dont il dispose d'une certaine manière. Et c'est dans ce cadre-là où ce jeune a trouvé la mort finalement. Donc toute l'histoire elle-même, elle peut résumer la détresse de toute une jeunesse qui ne trouve pas ni un bol d'oxygène, qui ne trouve ni respect, ni débouché, ni perspective d'avenir. Et Omar Labidi, entre guillemets, coche toutes ces cases. Et c'est pour cela que voilà, la mobilisation a été très spontanée, et que cette affaire est devenue une affaire publique, d'opinion publique, de grande notoriété. C'est une affaire de société. Oui, c'est une affaire dont même des ONG internationales se sont emparées. Il y a même eu des manifestations, genre au Danemark, en France, organisées par Amnesty International, par exemple, pour défendre le cas Omar Labidi. Et le cas continue, hein, le procès continue, et la mobilisation continue justement dans ce sens. Parce que voilà, c'est une affaire qui est justement emblématique, et qui peut donner une réelle indication sur le futur dans cette relation entre l'appareil sécuritaire et nous simples citoyens. On passe au cas de Abdeslam Zayen Firas. Abdeslam Zayen pour quelques doses d'insuline. Abdeslam Zayen qui a été arrêté dans une affaire de faits divers, une affaire très commune. Il a juste grillé un couvre-feu pendant le Covid. Tout simplement. C'est juste donc ça. c'est en 2021, c'est ça? Exactement. Et comme il était diabétique, il avait besoin de médicaments à l'intérieur de la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tout simplement pas donné au bon moment, du moins. Et l'état de santé de Abdeslam Zayen, je me permets de rappeler, il a été arrêté à Sfax pendant la période du Covid pour entorse au couvre-feu. Et ce n'était pas une si grosse entorse, même si la loi c'est la loi, mais ce n'était pas quelque chose de aussi grave qui méritait une arrestation et un dépôt, etc. Donc pendant son arrestation, il était avec un de ses proches, son frère, qui a notifié les policiers à plusieurs reprises et les responsables que son frère souffrait d'un diabète et qu'il avait besoin de doses d'insuline, sous peine de voir sa situation de santé se dégrader, et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas eu, du moins à temps, les doses d'insuline, sous le stress et sous les conditions que vous pouvez imaginer difficiles, en état d'arrestation. Donc son corps n'a pas supporté d'une certaine manière. Son état s'est aggravé de façon spectaculaire et très 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 rapide, ce qui a peut-être pris de court un peu les responsables sur place, mais le fait est là. On a refusé des doses d'insuline à quelqu'un qui était dans le besoin, qui avait de ça pour vivre, littéralement. C'est pas juste pour aller mieux, c'est pour vivre. Et voilà, nous revenons encore à cette absurdité, à cette arbitraire. Nous passons de 10 minutes d'entorse au couvre-feu, où il n'y avait aucun danger. Cette personne-là ne présentait aucune menace à l'ordre public, n'était ni armée, ni là pour créer un trouble, ni quoi que ce soit.
Et on se retrouve à la fin avec une nouvelle victime avec à laquelle, un cadavre, justement. voilà, un cadavre auquel on a refusé sciemment et en connaissance de cause de lui porter assistance. Et justement, comme dans le cas d'Omar Labidi, c'est les mêmes ressorts qui reviennent. Non-assistance à personne en danger, c'est une certaine cruauté, une certaine condescendance dans le traitement et dans le rapport par rapport à ces personnes-là. Donc, et encore, c'était une jeune personne qui vient de milieux populaires. Donc, c'est pas pour dire que ce sont toujours les mêmes victimes, mais à un moment donné, on peut se demander un peu si c'est un peu à la tête du client, même si en valeur absolue, les violences policières n'ont aucune justification, elles sont toutes condamnables contre n'importe quelle personne. Donc voilà, c'est un cas que nous évoquons en long et en large dans ce magazine, et que voilà, avec les témoignages de la famille des avocats et de tout Est-ce le qu'on récit. sait ce qui s'est passé dans le procès? Bon, ça a été plus concentré sur comment ça s'est passé, mais après voilà, on n'a pas eu, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de, parce que voilà, on peut même lier ces cas-là parce qu'on ça traîne toujours devant la justice, c'est ça. Ces cas-là qui sont cités dans le MAG peuvent rejoindre aussi une autre question peut-être un peu plus peut-être globale et qui renvoie aux mêmes conclusions. C'est celle par exemple de la justice transitionnelle, dans laquelle voilà, c'était des procès, des dossiers qui étaient là, mais l'appareil sécuritaire refuse de coopérer et pire, exerce un peu de pression. Je ne sais pas, est-ce qu'il exerce de façon directe ou la justice a peur spontanément. C'est quelque chose qui peut être établi. Parfois c'est un excès de zèle, mais voilà, le fait est là, c'est que encore une affaire dans laquelle nous n'avons pas de responsable clair ni de sentence à la hauteur de ce qui s'était passé. Et on termine avec le troisième cas, Firas, Ahmed Ben Ammara, sombre épisode d'une série noire. Ahmed Ben Ammara a aussi péri en 2021. Exactement. Lui, par contre, il était arrêté déjà. Il était déjà en prison. Et ouais, il était condamné, mais voilà, pendant ses interrogatoires, il a été agressé, il a subi des violences qui ont conduit de la torture, voilà, qui a conduit à son décès. Et ce que montre l'article, c'est un peu aussi la légèreté des procédures d'une certaine manière, parce que le rapport médical était du médecin légiste n'était pas vraiment conforme à la réalité. La conclusion de ce triste épisode que Ahmed Ben Ammara a ingurgité des boules de cocaïne et de drogue. Donc, à l'intérieur de la prison. Voilà. Et d'où est-ce qu'il les a ramenés? Il est à l'intérieur de la prison. D'où vient la cocaïne? C'est pour ça. Il y a des dealers de drogue dans la prison. On ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est que les traces de violence sont là. Voilà, elles ont été constatées par l'équipe de défense, par ses avocats. Et voilà, les conclusions sont toutes autres. Et encore, voilà, c'est une victime d'un milieu populaire qui se retrouve voilà, empêtré dans un cas de torture, qui est un autre sujet aussi qui n'a pas été encore résolu sur ces dernières années. Et voilà, donc c'est un récit voilà, tout aussi poignant de comment s'organise justement cette impunité d'une certaine manière, parce que la justice aussi juge sur des pièces à conviction, dont le rapport médical, et si le rapport médical du médecin légiste est loin de la réalité, évidemment et complice, justement, il n'est pas impartial, il n'est pas neutre, il n'est pas basé sur des éléments réels et justifiés et justes. Voilà, et de l'autre côté, même les équipes de défense trouvent toutes les peines du monde à démontrer des choses évidentes, ce qui est voilà, très très frustrant pour assez souvent on inverse la règle. Exactement. Assez souvent on inverse la règle. Exactement. D'accord, donc le grand dossier, donc mort, suspect et impunité policière.
À part cela, le magazine, vous le trouverez dans les kiosques, bien sûr. Je le montre encore une fois à la caméra. Qu'est-ce qui reste comme d'autres parties Tout d'abord, voilà, j'aimerais aussi pour compléter sur le dossier aussi, nous avons voilà, le timing aussi du lancement, il est choisi aussi parce que demain, le 31 mars, c'est une journée de commémoration contre l'impunité, oui. évidemment. Oui. Et nous encourageons voilà, tous nos lecteurs et toutes les personnes qui connaissent Nawet à aller consulter et découvrir ce nouveau magazine. Dans le dossier également, avec ces cas et la timeline, il y a aussi une chronique sur le dernier livre de notre ami et collègue Hatem Nafti sur la situation politique en Tunisie, avec un angle justement qui est en cohérence avec la thématique du magazine, c'est le rapport du pouvoir politique actuel avec l'appareil sécuritaire et comment plusieurs problèmes n'ont pas été justement résolus par rapport à la justice, transitionnelle, et comment sur ces 2-3 dernières années nous avons constaté voilà, un revirement des gouvernements ou du pouvoir entre guillemets pour s'appuyer de nouveau sur cet appareil-là par plusieurs incrustations dans la loi, par la suppression pas de délit, mais comment dire, en modifiant les approches de la justice, dans le sens les crimes de torture aujourd'hui sont beaucoup plus difficilement démontrables qu'auparavant. Donc ceci montre qu'il y a voilà, des pas pour encore protéger. Pour revenir au régime sécuritaire. Même s'il ne faut pas oublier qu'avant 2021, dans l'ancien Parlement voilà, qui était là jusqu'en 2021, plusieurs tentatives de loi qui visaient à protéger les forces de l'ordre contre les citoyens, exactement, ont été tentées à 3 reprises, mais qui n'ont pas abouti. Oui. Donc, ceci s'inscrit, et c'est l'idée un peu du magazine, dans une certaine continuité qui aujourd'hui, qui était voilà, dans une continuité qui était voilà, un peu troublée par le contexte un peu voilà, démocratique, tout ça, mais aujourd'hui on constate voilà, un net retour en arrière, donc voilà, on est presque revenu aux fondamentaux entre guillemets de choses qu'on a connues il y a quelques décennies avec voilà un appareil sécuritaire très très fort et qui est protégé de bout en bout. Donc voilà, ça c'est pour le dossier. Pour le reste, très rapidement évidemment. Donc, il y a des pages culturelles. Il y a la bande dessinée de Saif Nechi. Les pages culturelles, donc il y a 3 films qui sont chroniqués, donc qui sont sortis en salle. Les pages BD avec Z et Saif Nechi. Voilà. Z qui croque l'actualité évidemment comme d'habitude. Les pages Oxygène avec un très intéressant reportage de notre collègue Marcin Kalboussi sur des agricultrices femmes qui travaillent dans le littoral du sud tunisien et que le tourisme et les constructions immobilières empêchent et rendent leur vie un peu plus compliquée. Des articles internationaux aussi dans la même thématique par rapport aux violences policières en Égypte et en Algérie, et également un reportage à Douar Ishr aussi pour revenir sur l'idée des quartiers populaires qui subissent une stigmatisation de tous azimuts. Voilà, à Douar Ishr, on l'a titré. La révolution des affamés. Exactement, wow. On a des témoignages de personnes voilà, qui racontent la galère et la difficulté d'être issus d'un quartier populaire comme Douar Ishr, voilà. qui a plusieurs épisodes d'une réputation qui s'est détériorée, mais voilà, aujourd'hui, qui est un quartier très important et emblématique d'une Tunisie populaire qui est stigmatisée par plusieurs segments de l'État tunisien et qui n'arrive pas à trouver sa place en société. Merci infiniment, Firas Kessi. Je rappelle que tu es le directeur de communication de Nawet. On était en train de présenter un peu le nouveau magazine de Nawet, le hors-série, qui porte le titre du dossier principal, Mort, suspect et impunité policière. Merci Firas. Dans un petit moment, je reçois Nabil Haji, le secrétaire général du parti politique Atayar, pour parler de beaucoup de choses d'actualité aussi. À tout de suite.